fais moins de vues qu'avant, mais les vues rapportent plus d'argent. Au-delà de 75 000 $ de gagnés par an, ton quotient bonheur n'augmente plus. Tout Alors ce qu'il y a un petit peu, au-dessus, tu vois, mais ça fait whoop, hop, hop, tu dois faire le deuil d'un truc que tu n'as pas vécu. Quand on meurt, est-ce qu'on se réveille pas d'un rêve qui a été simplement la vie qu'on a émulée? Moi, je suis sur un à peu près à l'année, tu vois, en CA. Putain, le gars, il peut faire 10K juste en parlant 10 secondes d'un truc à la con, quoi. Si j'ai des business qui me rapportent beaucoup plus que YouTube, je vais pas m'emmerder à continuer à faire 4 vidéos par semaine sur YouTube. J'en ferai peut-être 1 ou 2, quoi. Et ça suffira. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fracture. Aujourd'hui, je reçois Chris alias Poisson Fécond. Bienvenue Chris. Merci. Et en compagnie également de Eric et Tony, mes fidèles acolytes sur cette émission. Chris, merci d'être venu, d'être là avec nous aujourd'hui. On va parler un petit peu des dessous du YouTube Game. Des dessous et des dessus, j'espère. Et des dessus, exactement. T'as 14 ans d'ancienneté dans le YouTube Game. Tu fais partie des pionniers français de cette économie qu'on va découvrir aujourd'hui. C'est près de 4 millions de followers cumulés sur les différentes plateformes avec tes chaînes secondaires et principales. 1 milliard de vues cumulées, entrepreneur et fondateur d'une société qui emploie une quinzaine de salariés aujourd'hui sur tes sociétés. C'est quoi un petit peu, si tu dois dire en une phrase, un petit peu le résumé du YouTube Game et comment tu as eu l'idée de te lancer sur YouTube? Waouh, alors attends. La question facile. Alors là, une phrase, mais en une phrase. Laissez, je pas. Non, mais je commence par quoi? Par comment tu t'es lancé sur YouTube? Voilà, merci. Ouais, c'était il y a 14-15 ans et du coup j'avais pas je connais pas enfin, à l'époque du coup je connaissais pas trop la vibe entrepreneur parce que c'était les débuts, il y avait pas trop de vidéos sur le sujet, donc pour moi c'était un peu YouTube, c'était juste amusant parce que du coup tu dois performer dans plein de trucs différents en fait. Le fait d'être à l'aise devant la caméra, le fait d'écrire les scripts, de les monter, de gérer les réseaux sociaux, c'était très stimulant et du coup c'était assez challengeant aussi. Il y en avait quelques-uns qui marchaient à ce moment-là, et Norman, Cyprien. Ils avaient peut-être, 1 million d'abonnés, du coup, à ce moment-là, ou 500 000, je sais pas. Bon, moi, je regardais, et puis je me suis dit, je vais essayer, parce que je voulais être prof en parallèle, donc je savais pas trop. En fait, je voulais juste apprendre des choses aux gens, c'était le truc le plus important. Il n'y a pas forcément de notion d'argent ou de... au tout début, il n'y en avait pas, quoi. C'est venu un peu progressivement après. T'as quel âge, ta première vidéo? J'avais 23. 23 ans, ok. Ouais, Et 38. tu le fais avec du matériel que tu as sur place ou déjà tu investis un peu? Enfin, comment t'as... J'ai investi 100 balles dans un Kodak qui filme mal, tu vois. D'accord. Sans micro, sans... après, il n'y avait rien à l'époque. Hein. Oui, Ouais, mais ouais. Non, tu t'es lancé comme ça. Ouais, je sais pas, je devais avoir déjà un ordi, tu vois. J'ai galéré avec le logiciel de montage. Ça voulait pas monter les vidéos, c'était chiant. Mais ouais, c'était vraiment le Far West un peu à ce moment-là. Et tu voulais faire quoi de ta vie, le métier? Prof de quoi? Quel secteur? Je sais pas, je voulais juste enseigner aux élèves parce que juste avant, quand j'étais élève, j'avais créé une formation pour que mes profs gèrent leurs cours mieux. Enfin, ça n'a pas fonctionné, hélas, parce que du coup, ils étaient pas très réceptifs à mes... Enfin, je parle des profs de manière générale. Je voulais un peu changer le milieu de l'éducation et puis ça m'a un peu saoulé. Donc, c'était un peu de l'entrepreneuriat aussi, mais c'était peut-être pas le bon avatar client, je sais pas, du coup. Mais bon, j'aurais peut-être dû m'adresser à l'éducation nationale. Bon, enfin bref, en tout cas, ça n'avait pas fonctionné. Et puis YouTube, je me suis dit, pourquoi pas. À ce moment-là, il y avait quand même un truc qui me drivait et qui drive beaucoup d'entrepreneurs, j'ai l'impression, c'était vraiment la liberté. C'était pas tant l'argent, parce que l'argent peut te permettre d'avoir la liberté ou l'inverse. Mais moi, je voulais juste être libre pour pouvoir faire des projets et lancer des choses, quoi. Okay. Et YouTube, ça pouvait peut-être être ce moyen-là, mais c'était pas du tout sûr. Et le premier concept que tu lances, la première vidéo, c'est quoi? C'était des vidéos, c'était des mini-cours. C'est vraiment le côté prof et ça n'avait pas trop plu aux gens. En gros, imaginez, c'était des vidéos qui font 10 minutes. À l'époque, ça n'existe pas. Les vidéos, la moyenne, c'est 3 minutes. Hein. Il y a 15 ans, du coup, ça n'existe pas 10 minutes de vidéo. Et je faisais 10 minutes, c'était long, c'était chiant. Enfin, il y avait trop de trucs qui n'allaient pas. Mais je m'en rendais pas compte à cet instant-là. On voit pas ce qu'on est, du coup, au moment où on le fait. Ce qui est con, du coup, mais c'est vrai, tu vois. C'est que plus tard où on se rend compte que là, on était un peu naze, quoi. Et tu fais ça sous quel nom? Dès le début, je m'appelais Poisson Fécond. Dès le début, d'accord, ouais. Ok. Et ça vient d'où le nom? Parce que c'est un peu surprenant quand même. Je voulais pas m'appeler juste Chris ou je sais pas quoi, Chris fait des vidéos. Je voulais juste un nom que les gens puissent retenir facilement.
Et puis, je sais pas, ça me semblait plus évident. Et du coup, Poisson, c'était pour le côté drôle des vidéos et Fécond pour le côté plus sérieux. Après, il y a d'autres liens qui est lié. Par exemple, je sais pas si vous avez joué à Zelda ou vous connaissez. Bien sûr. L'un de mes Zelda préférés, moi, c'est Zelda Link's Awakening. Tu sais, c'est en fait où il y a il y a Link qui se réveille, il est sur une sorte de mystérieuse île et il découvre à la fin, bon, je spoil le jeu, du coup, il est vieux, mais que, en fait, c'est le poisson rêve qui avait simulé tout ça et donc, c'était un peu une métaphore aussi à ça. Il y aura des échos à ça bien plus tard dans le futur, enfin, par rapport à ce que je fais. C'est vrai que quand je te regarde, le personnage qui m'évoque, c'est un peu Doctor Strange. Ah ouais. On t'a déjà dit ça un peu parce que Bah, c'est vrai attendez. que t'as une montre au doigt, au poignet. Ah non, c'est marrant, oui. Mais non, mais au lycée, du coup, en 2-2, c'est vrai que j'avais différents surnoms, mais enfin, soit j'étais le rêveur, ça c'était plutôt sympa. Après, ça a été l'extraterrestre, et puis à un moment, c'était le tueur à gages. Le tueur à gages. Ouais, mais c'est parce que du coup, j'ai fait des blagues un peu louches, du coup, il y a des gens qui étaient dans la cave et tout. Mais bon, en réalité, ils les ont jamais trouvés, donc ça passe. D'accord. Ok. Voilà. T'as mieux réussi que Xavier Dupont de Ligonnès. Oui, mais là, il s'est fait prendre, donc sinon, ça a trop loin. Aujourd'hui, le YouTube Game a complètement changé. À quel point c'est devenu difficile pour quelqu'un qui part de zéro de se lancer, de se créer une vraie chaîne YouTube? À quel point c'est difficile, c'est pas, tu veux un score? Est-ce que c'est faisable ou est-ce que il faut être vraiment extraordinairement bon pour réussir à en vivre, en tout cas aujourd'hui en 2026? Je sais pas, c'est compliqué à répondre à la question du coup, mais dans tous les cas, dans mes activités, parce que je fais plusieurs choses, maintenant il y a le côté vraiment entrepreneur chez moi, mais je forme les gens du coup sur la partie YouTube, je fais des vidéos sur le truc, en gros du coup je donne des conseils aux gens, donc forcément je vais aller dans le sens que du coup c'est possible aujourd'hui, pour moi ça l'est, mais c'est sûr qu'il y a besoin de maîtriser plus de choses et les gens sont un peu plus... ils attendent un peu plus de qualité qu'il y a peut-être 10 ans. Ouais, mais c'est faisable, tu vois. Mais tu peux encore faire des vidéos basiques ou encore faut de la super production value? Non. Tout est possible. Non, tu peux faire. En fait, ça dépend ce que tu vises. Toi, par exemple, sur ta chaîne personnelle, la qualité que tu produis est tout à fait OK, tu vois. Mais juste, en fait, ça te demande de la persévérance et du focus. T'es pas obligé de le mettre parce que tu as plein de trucs à faire, mais néanmoins, ce que tu fais, tu as besoin de le faire et tu vas le faire pendant des années. C'est juste un effet cumulé. C'est peu probable avec les vidéos que tu fais que tu peux gagner énormément d'abonnés rapidement. Alors, il y a ta notoriété qui joue, tu vois. C'est hyper dur de gagner des abonnés sur YouTube. C'est super dur. Il a dit tout à fait OK. C'est politiquement correct. Non, mais de toute façon, Non, c'est façon de dire que c'est de la merde, c'est pas de la qualité, mais ça va, quoi, tu vois. J'adore les mots que tu as utilisés. Non, Tu progresses, Eric. j'en tes vidéos. J'en suis persuadé. non, c'est-à-dire elles sont OK, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun concept fort, mais en fait, du coup, Et l'armée. Non, mais tu sais c'est pas. juste médiocre. Moi, je comprends ce qu'il veut dire. Non, C'est c'est pas médiocre, c'est bien. Mais ça veut pas dire que c'est très bien ou que c'est exceptionnel. Non, ça c'est sûr. Non, mais c'est pas le but parce que ça demande plus d'énergie, plus de montage, plus de trouver dans les concepts. C'est pas nécessaire en fait. Ça peut permettre, mais peut-être tu vises pas 1 million d'abonnés, ça va être très très long à les Mais avoir. donc, pour revenir sur sa question, il faut quand même une certaine maintenant qualité, on va dire, mais pour d'un avoir certain niveau. En fait, juste pour... Non, moi je parle pour viser le million. On va aller droit au but. Si tu veux le million, tu veux aller vite, les gens ils vont attendre une certaine qualité. La qualité, oui, mais c'est quoi la qualité? En fait, généralement, quand on débute, on sait pas où elle est. Tu sais pas mettre. C'est quoi la qualité, par exemple? Tu vas voir tes vidéos. Ouais, mais bon, après, moi, j'ai l'ancienneté. Et en fait, il y a un effet que les gens, ils me connaissent. Donc, même si je fais des vidéos qui étaient OK, j'aurai beaucoup de vues, tu vois, parce qu'en fait, ils me connaissent. Mais si je vais aux États-Unis, ça n'a rien à voir, tu vois. Là, je suis inconnu et puis c'est la galère. Et donc, quand tu dis qu'il faut plusieurs choses pour réussir, tu parles de quoi? Parce que, OK, tu fais des vidéos et donc tu parles de... Il faut avoir quel talent, en fait? Multiple, quoi, tu vois. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment très proche de l'entrepreneuriat, mais qui est un peu plus exécutif et plus où tu fais des vidéos, mais en fait, et du coup, ton business, c'est simplement des vidéos qui sortent les unes après les autres et où tu optimises la recette. C'est une recette, tu vois. Après, il y a plein de trucs, tu vois. Et ta recette à toi, en termes de contenu, en termes de thème, c'est quoi que tu as choisi? C'est l'apprentissage, c'est faire découvrir des sujets aux gens? C'est quoi un peu toi quand tu fais une vidéo, tu dis qu'est-ce que je veux qu'ils en retirent? C'est de la culture générale qui s'adresse au grand public. Moi, ce que je dis, c'est le mass market, c'est-à-dire que je veux que tout le monde puisse être intéressé avec ce que je vise. Ce qui est le plus difficile, parce qu'en fait, tu dois toucher tout le monde, et donc, ça doit être les trucs parfois les plus basiques, et en même temps, les qui parlent le plus. En gros, si j'en parle à n'importe qui ici, il doit se dire « Ah, c'est intéressant, quoi ».
Mais voilà, ça va pas être des trucs ultra nichés. Sur les chaînes, parce que j'ai plusieurs chaînes, il y en a où c'est parfois plus niché. Donc ouais, bah, c'est de la culture générale, c'est éducatif, c'est ludique. Parmi les sujets que je traite, par exemple, ça va être des personnages historiques. Mais en fait, c'est des tests constants en réalité. Je sais pas ce qui marche. J'ai des intuitions qui sont sans doute plus fortes que la moyenne, c'est normal. Mais j'ai jamais la certitude que ça va fonctionner. Là, par exemple, des trucs qui fonctionnent bien, bah, c'est sur par exemple, des dictateurs. On avait fait sur Staline, Mussolini et compagnie. On raconte leur histoire et c'est sur des vidéos rythmées, bien foutues, qui durent, je sais plus, à peu près une demi-heure. Et où du coup, bah voilà, les gens, ça les intéresse parce qu'il y a un biais en fait, on joue souvent sur des biais pour que les vidéos puissent fonctionner. Quand on veut s'adresser au grand public, il faut toucher des biais. C'est-à-dire, est-ce que dans ton titre, est-ce que dans ton concept, on voit qu'il y a des trucs qui va frapper et qui fait que n'importe qui puisse être intéressé. Exemple, le plus grand dictateur de tous les temps, par exemple de la Russie, là, du coup, il y a plusieurs biais. Parce que du coup, il y a le dictateur, ça joue sur un truc négatif. Les gens, ils disent « Ah, dictateur, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est comme si on parle d'Hitler, en fait, ça va interpeller, ça éveille des émotions. Il y a aussi, du coup, le côté... superlatif. Le superlatif, tout à fait. Le plus, c'est pas juste un gars c'est pas un gars méchant, du coup, au fin fond de sa campagne. C'est le plus, tu vois. Et donc, il y a déjà ça. Et après, il y a le storytelling. On raconte l'histoire et les gens, ils adorent ils adorent qu'on leur raconte des histoires. La vie est une histoire permanente, tu vois. C'est ce qui fait que les gens, ils préfèrent, du coup, je pense qu'on lève plus d'argent, du coup, en racontant des histoires qu'en mettant des chiffres. Ça dépend après à quelle partie du cerveau on s'adresse. C'est intéressant parce que ce que tu racontes, c'est parce que tu fais toujours un lien avec la cognitivité de la réception de ton truc. Et je pense que faire du YouTube, ça amène un peu à gratouiller ce que c'est que la neuroscience et comment l'information est perçue par un cerveau humain. C'est ça. C'est des sujets qui t'intéressent. Et là, tu vois, par exemple, je rebondis sur ça. Par exemple, si je reprends ta chaîne, Eric, c'est sur tes concepts. J'en ai vu plusieurs, du coup, et moi, j'aime bien le sujet et tu les traites bien, encore une fois. C'est OK, tu vois. Mais néanmoins, tu vois, sur les biais de gens dont j'ai parlé, tu en as aucun. Alors, un peu parfois, par exemple, tu parlais de la taxe, c'est plus Zuckman. Donc, il y a un biais de négativité. Forcément, cette vidéo, je crois qu'elle avait fonctionné. Mais du coup, de manière générale, tu as pas forcément un biais. Tu joues pas sur les biais de supériorité. Donc, c'est pas des trucs, c'est pas le plus. Il y a pas des trucs négatifs. Il y a pas toujours de storytelling. En tout cas, c'est pas structuré comme ça, tes vidéos. C'est très pertinent ce que tu dis. C'est très intéressant. Mais du coup, ça me donne une question. La personne qui va toujours être dans le superlatif, à contrario d'Eric, est-ce que Eric va pas prolonger sa longévité dans cet écosystème parce qu'on sait que il va pas trop en faire, il va pas en rajouter et donc il inspire confiance. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non. C'est pas comme ça que ça marche? Non, c'est juste en fait qu'est-ce que tu vises. Est-ce que tu vises du coup un public? En fait, il y a pas de. En fait, qu'est-ce que tu vises? Si tu vises des millions d'abonnés, tu dois jouer sur des biais. Tu dois jouer sur des biais forts, humains, qui sont universels. Et si tu veux pas ça, si tu joues pas sur ça, tu auras un public qui sera sans doute plus qualifié, qui sera plus. Parce qu'en fait, tu vas pas toucher ça, donc forcément, ce sera que les gens les plus intéressés qui vont rentrer dedans, tu vois. C'est pas. Encore une fois, si tu parles de l'attaque Zuckman, les gens qui sont pas intéressés par ça, ils vont pas voir la vidéo, tu vois. Et par exemple, si Tony, t'avais une chaîne YouTube et que tu parles de tes plus grands exploits en fait, ou alors les trucs le plus ouf que tu as fait du coup au basket, tu vas intéresser le mass market. Mais après, si tu commences à parler d'anecdotes très spécifiques, peut-être un peu perdues au fin fond et des trucs peut-être un peu plus business, bah là, le grand public qui te kiffe parce qu'ils aiment bien du coup regarder le basket, ils vont pas les regarder parce qu'ils s'en foutent. Mais du coup, les vues que tu vas avoir seront plus qualitatives. C'est juste qu'est-ce que tu vises. Est-ce que tu veux des vues qualitatives? Ou alors tu veux des grandes vues. Vues qualitatives, ça veut pas dire grand-chose. C'est juste, quand c'est qualitatif, c'est-à-dire que les gens, potentiellement, on peut les convertir pour autre chose. Ouais. C'est-à-dire que là, par exemple, si tu peux avoir, parce que je le dis, tu peux avoir 10 000 abonnés, mais faire énormément d'argent avec ces 10 000 abonnés, parce qu'à la fin, tu vends des formations, de l'accompagnement et compagnie, et là, t'es pas obligé d'avoir beaucoup de vues. Par contre, si tu veux 1 million d'abonnés ou des millions de vues, là, peut-être que du coup, ces millions de vues, tu vas pas les convertir aussi bien, ce qui est normal, parce que c'est des gens qui s'en foutent, quoi. Mais c'est juste deux marchés différents. Il n'y a pas un biais ou l'autre, c'est juste qu'est-ce qu'on vise, tu vois. Est-ce qu'on vise la notoriété avec des gens pas qualifiés ou alors des trucs très très concentrés? Ouais, je comprends. Je voudrais te parler d'un autre sujet, c'est, si tu veux, dans la majorité des youtubeurs français, ils bottent un petit peu en touche sur l'argent. Et toi, ce qui te caractérise, c'est que dès le début, t'en as souvent parlé, sans tabou, sans peur. T'as donné tes chiffres dans certaines vidéos. Et la semaine dernière, si tu veux, Inoxtag a déclaré que 1 million de vues, ça générait environ 12 000 euros. Alors, je sais pas si c'est propre à lui ou à tous les youtubeurs. Est-ce que tu crois que, du coup, ma question, est-ce que les youtubeurs français, ils gagnent trop pour parler d'argent, ou c'est juste le rapport des Français à l'argent qui est tabou dans notre pays? C'est quoi, du coup, selon toi, le problème avec YouTube et l'argent en France?
Je sais pas, moi. Du coup, j'en sais rien. C'est quoi le problème avec la thune, avec les Français? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai peut-être un élément de réponse, mais je sais pas. Qu'est-ce qui fait que toi, t'as jamais eu peur d'en parler, en fait? Bah, je sais pas, je m'en fous des gens après, du coup. Enfin, c'est pas, je m'en fous, c'est juste. C'est pas grave. T'as pas l'impression de faire quoi que ce soit de mal? Bah non, je sais pas, on parle de thunes, quoi, c'est pas grave. Ouais. Enfin, je sais pas, j'ai pas le même rapport. C'est juste de l'argent, quoi. Et quand t'as on parlé va d'argent crever, on comme en ça, aura plus, quoi. Enfin, c'est une illusion, en fait, de notre monde matériel, mais je sais pas, on s'en fout. Enfin, on peut en parler, quoi. Mais si tu as été connu pour en parler, que ça a été remarqué par ça, c'est que clairement, tu as bien vu que la plupart des gens étaient peut-être mal à l'aise avec ça. Toi, tu étais un des premiers à t'engouffrer là-dedans. Et tu penses que tu as un peu brisé le tabou Est-ce sur que le ça sujet? t'a aidé d'en parler? Ou est-ce que ça t'a desservi? Ou est-ce que ça a été complètement neutre? On s'en fout. Vraiment, on s'en fout, quoi. Vraiment, les gens qui, juste, en fait, parce que, Bon, on s'en fout pas parce que je pense que ça intéresse les gens. non, mais bien sûr, mais dans le sens où, en fait, sur les vidéos que je fais, certaines vidéos, ça s'appelait des EDK, c'était juste, je parlais en fait des coulisses, un peu le côté entrepreneur, qu'est-ce qui se passe et tout. À l'époque, ça plaisait aux gens parce que ça existait pas. Et c'est vrai que moi, comme je suis transparent, je disais, bon, voilà, j'ai fait un placement de produit, ça m'a rapporté, je sais pas, 10 000 balles, machin. Et puis, je le disais, quoi. Et je trouvais ça juste amusant que les gens sachent des choses qu'ils ne savaient pas avant. Mais juste, en fait, pour moi, c'est juste une information qui est amusante. C'est-à-dire que c'est comme si je vous donne un fun fact, en fait, sur quelque chose dans la vie. Bah là, c'est un fun fact sur ma propre expérience. Et pour moi, c'est juste un truc amusant à savoir, quoi. On fait, putain, le gars, il peut faire 10K juste en parlant 10 secondes d'un truc à la con, quoi. C'est quand même fou, quoi. C'est juste étonnant, quoi. Et effectivement, bah, l'argent, c'est un biais, tu vois. Et dans les biais, il y a le superlatif, machin, il y a le biais monétaire aussi. Et donc, si on joue sur celui-là, ça peut être amusant et ça peut faire des vues, quoi. Ok, je comprends. Après, oui, c'est vrai que juste, il y en a qui peuvent mal réagir, mais bon, après, je regarde, je sais pas, je lis pas les commentaires, donc de toute façon, c'est pas le problème. Tu lis pas les commentaires? À l'époque, je les lisais, tu vois, mais maintenant, ça fait longtemps, je le fais plus. J'ai mes équipes qui le font, mes équipes me font des rapports sur tout ça, tu vois. D'ailleurs, en parlant de tes équipes, tu as une quinzaine d'employés. Quel est leur rôle au quotidien? Tu les payes pour faire quoi? Est-ce qu'ils doivent créer des concepts, trouver des sujets, faire les montages? C'est quoi un petit peu leur job? Voilà, t'as raison, voilà. J'ai tout ré... Ouais. J'ai tout Non, mais couvert. après, là aujourd'hui, je suis content parce que c'est pas toujours simple, mais globalement, du coup, ça roule très bien et je suis très content de mon équipe parce que j'ai réussi. Alors, ça prend du temps, il faut trouver les bonnes personnes, il faut avoir l'expérience de leur enseigner, mais tout tourne sans moi, du coup. C'est-à-dire que je tourne juste les lundis. Moi, je me fais, je sais pas, c'est un peu comme vous faites plein de sessions de tournage. Je fais tous mes tournages du lundi et après, c'est terminé parce qu'on sort 4 vidéos par semaine. Donc, il y en a un certain nombre. Et puis, je fais tout d'un coup. Et puis le mardi, je fais des réunions avec les équipes et le reste du temps, après c'est bon, quoi. Je peux m'occuper d'autres choses. Là, en ce moment, je suis sur un autre truc qui s'appelle Noisuli, peut-être on en parlera. Mais ça me permet d'avoir le temps pour d'avoir la liberté de faire ce que je veux. Si je veux, je peux rien faire après. Il y a mon comptable, il me dit toujours, du coup, mais Chris, faut que tu penses à la retraite. Comment ça m'énerve cette question, du coup. J'ai dit, putain, je suis à la retraite, je m'en bats les arrête avec ça. Arrête de me poser la question, du coup. C'est chiant, quoi. Bah, je pense qu'il veut peut-être dire par là que tu dois commencer un peu à investir et à préparer une sorte d'épargne. Franchement, je m'en fous, quoi. Même si je perds tout. Après, c'est pas pour inquiéter les gens, mais en fait, tu sais, quand t'as la certitude que tu peux refaire de l'argent facilement, parce qu'en fait, tu comprends les mécaniques qui font que comment ça fonctionne le monde. Alors, je dis pas que ça va être simple, tu vois. Peut-être je vais galérer pendant X mois, peut-être, je sais pas, mais c'est pas grave, tu vois. Eric a toujours dit ça. Ouais. Mais la vraie richesse, c'est la capacité. Moi, je t'ai entendu dire ça. Ouais, tout à fait, mais c'est vrai, c'est juste. Et donc, en fait, ce qui fait que normalement, tu n'as absolument aucune peur de l'échec. Ouais. Parce que tu dis, bon, c'est pas grave, je tente un truc, ça marche pas, même si je perds tout, je me reconstruirai. Le seul truc chiant avec l'échec, c'est qu'on perd du temps, quoi. Et à un moment, on meurt à la fin, tu vois. Donc, c'est juste quand c'est un peu comme un jeu vidéo, à la fin, tu veux atteindre tel score, tu échoues. Donc, mais bon, c'est normal, hein, tu peux pas faire sans. Mais c'est chiant, quoi. Aujourd'hui, tu touches un peu à la fin de la scalabilité de ton business, je vais m'expliquer, ou est-ce que tu as encore 10 ans de développement devant toi? Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, est-ce que tu comptes continuer sur ta routine business, c'est-à-dire tu as tes tournages le lundi et tu vas faire tes 4 vidéos, ou est-ce que ta chaîne, est-ce que tu ambitionnes encore que tu revois tout, que tu remettes tout en question, que tu crées des concepts? Est-ce que tu es rentré en slow life, ou est-ce que ton aventure à toi, elle va encore prendre un tournant différent? En fait, c'est YouTube Slow Life. C'est-à-dire que du coup, aujourd'hui, ça tourne et je pense avoir les outils pour que du coup, ça tourne très très longtemps.
Je sais pas, peut-être ça marchera plus un jour, je sais pas. Mais néanmoins, en fait, on se renouvelle en permanence. C'est-à-dire, faut jamais être juste sur des concepts. Enfin, tu vois, tous les gros youtubeurs, ils fonctionnent au concept. C'est-à-dire des formats de vidéos. Par exemple, Squeezie, par exemple, il y a l'imposteur, c'est l'un de ses concepts. Moi, par exemple, il y a les ça fait quoi, tu vois, qui fonctionnent bien. C'est des concepts. Et donc, du coup, c'est un truc très cadré. Là, c'est un peu comme vos interviews. C'est quand même cadré. Il y a un invité, nanana, il y a des questions. Mais à un moment, peut-être, ça marche plus parce que les gens, ils ont été saturés, ils en ont marre. Soit à cause de, vous en avez trop fait, ou que d'autres le font. Et du coup, bah, vous voyez que les vues elles descendent, soit vous attendez de crever avec vos vues, mais soit si vous êtes smart, bah, du coup, vous allez trouver deux nouveaux concepts. Mais les nouveaux concepts, faut pas attendre du coup que vous soyez en train de mourir. C'est comme des locomotives, quoi. Si la locomotive est ralentie, hop, c'est lesquels qui vont prendre le relais, mais il faut déjà avoir lancé d'autres trains. Et Toujours se réinventer. Ouais, c'est ça. Mais du coup, tu as tes concepts principaux et t'en lances toujours constamment. Alors constamment, c'est plusieurs fois par an, tu testes des nouvelles idées et tu vois si ça marche pas, c'est poubelle, machin. Et puis, en gros, tu te renouvelles tout le temps. Et ce qui fait que, a priori, avec cette façon-là de faire, t'as pas de risque, en fait, de mourir. Tu peux après peut-être avoir moins de vues avec le temps, mais c'est sur des grandes périodes, tu vois. T'as un âge où tu penses... Tu sais, je sais que tu voulais pas parler de la retraite, tout ça, et t'as 38 ans, mais tu peux faire... Nous, on dit que les sportifs, tu peux aller jusqu'à 35, 40. Ouais. Bon, LeBron, là, il est en train de faire mentir tout le monde. Il a quel âge? Mais bon, c'est le seul, 41. Mais tu penses que tu peux vivre comme ça? Enfin, il y a un âge limite pour les youtubeurs? Il y a plusieurs catégories de youtubeurs. Il y a les entrepreneurs qui utilisent YouTube pour leur business. Et bon, bah, ils font du contenu pour booster leur audience. Donc, ça peut fonctionner longtemps s'ils font du contenu qualitatif. Il y a les youtubeurs comme moi qui font du contenu éducatif où les gens, ils regardent la vidéo parce qu'ils veulent sur le sujet, mais ils s'en fichent de moi. C'est-à-dire que ce qui est chiant, c'est que du coup, je vais pas faire des dizaines ou des centaines de millions de vues parce que ils sont pas attachés forcément spécialement. Alors, il y a de l'attachement à moi, c'est normal, tu vois, mais c'est vraiment le sujet. Donc, si j'ai pas le bon sujet, ça peut bider, quoi, tu vois. Et du coup, il y a les youtubeurs un peu plus comme Squeezie, comme Joyka, comme Amixem, où là, du coup, ils ont des bons concepts qui fonctionnent, mais globalement, ils ont une personnalité très attachante et ça, les gens, ils adorent. Et donc, ils vont les suivre un petit peu, même s'ils font n'importe quoi. L'avantage des gros youtubeurs, du coup, divertissement, c'est qu'ils peuvent faire beaucoup de vues. C'est eux qui font le plus, c'est dans les tops. C'est comme dans le milieu musical, hein, du coup, le problème, c'est qu'à un moment, quand le vent tourne et que les gens, ils commencent à se lasser de ton image, tu peux trouver plein de concepts. À un moment, si les gens, ils en ont marre de ta tronche, quoi. Donc ça, je sais pas. Je suis pas dans cette catégorie. L'avantage de mon cas, c'est que, a priori, un peu comme C'est pas sorcier, vous voyez, du coup, avec Jamy, c'est qu'il est encore là, et puis les gens, ils le kiffent, mais parce qu'il fait des sujets sympas et tout. En fait, ils sont attachés au personnage et au fait d'apprendre des choses. A priori, si j'apprends toujours des choses aux gens, et je réussis à être intéressant, ça peut durer 50 ans, tu vois. Ok. Mais bon, en tout cas, ça tourne en fond, quoi. Donc pour toi, sur la longévité, tu peux commencer jeune et terminer à 60 ans, 62 ans? Quand tu apprends des choses et que tu es capable de te renouveler, et que, oui. Enfin, si t'as bien compris la formule, a priori, du coup, elle va pas s'épuiser. Ouais. Après, YouTube, ça peut mourir, hein, je sais pas. Ouais, mais c'est pas grave. Bah, de toute façon, là, on est sur les premières générations, parce que les premiers, c'est 2000, on va dire, 2005, 2010, ou dans les années 2000 peut-être. Ouais. YouTube, c'était 2005, je crois. Et après, c'est vers 2010 que les Voilà, YouTubeurs donc là, on va français voir. Ça fait 20 ans, donc on va voir. Ouais. Tu peux nous donner quelques chiffres sur ta chaîne aujourd'hui Enfin, déjà, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu fais plus ou moins de vues qu'avant ou t'es stable depuis que tu t'es lancé? Ou tes vidéos d'avant faisaient quand même beaucoup plus de vues? Je pense globalement sur 10 ans, enfin sur les années, du coup, les vidéos font un peu moins de vues. Parce qu'en fait, il y a plus de youtubeurs, il y a plus de contenu, les gens, du coup, ils regardent les réseaux sociaux. À l'époque, il y avait pas Instagram et tout, ils faisaient pas de contenu vidéo. Donc, en fait, l'audience s'est diluée un petit peu, elle s'est répartie un peu partout. Donc, fatalement, même si je suis dans les plus gros, tu vois, sur le côté divertissement, enfin, dans le côté culture générale, je fais moins de vues qu'avant, mais les vues rapportent plus d'argent. Je fais moins de vues, mais globalement, du coup, on sort des vidéos qui sont plus longues et qui rapportent plus d'argent. Donc, en fait, c'est quand même assez stable. Okay. J'ai plus de chaînes, c'est plus facile, du coup, à faire des vidéos. Donc, c'est le business qui est devenu assez mature, quoi. Ok. Donc, comment tu gagnes de l'argent? Donc, tu as les vues YouTube, payées par YouTube, tu as des sponsors annonceurs. Et globalement, ça va être ces deux sources de revenus-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et si tu dois donner je sais pas si tu as déjà donné une fourchette de chiffre d'affaires que tu peux réaliser. Oui. Moi, je suis sur 1,5 million à peu près à l'année, tu vois, en CA, un peu moins. Dans les gros trucs, c'est YouTube, ça dépense entre 30 et 50 000 par mois. Mais alors, les vues
des vidéos, quoi. Les vues, simplement des vidéos. Après, j'ai plusieurs chaînes, donc après, il faudrait regarder chacune, tu vois. Mais ouais, c'est entre 30 et 50 000 peut-être pour la chaîne principale, Poisson Fécond. Après, pour les sponsors, c'est à peu près le même montant, tu vois. Et ça va être C'est quoi c'est le vachement type produit. de sponsor qui va te sponsoriser sur une vidéo de culture générale, par exemple? C'est tout. Tu vois, par exemple, tu vas avoir une marque du coup pour des boissons énergisantes, ou alors parfois pour des matelas, ou parfois pour des applis de rencontre. C'est vraiment un peu tout, quoi. Ils cherchent la notoriété, quoi, et du coup avoir juste des vues pour être. Et toi, tu as les équipes qui cherchent des sponsors? Ouais, alors, j'ai une personne dédiée qui s'en occupe, c'est un responsable commercial. Donc, en gros, on a beaucoup plus. Enfin, il faut traiter les demandes entrantes. Voilà. Et après, quand on a du temps, bah, du coup, on va essayer de démarcher des nouveaux. Mais concrètement, en fait, tu sais, quand on bosse avec une marque, il y a quasi tout le temps, je pense les 3/4 du temps, il y a des agences d'influence qui font ce travail-là. Donc, en fait, c'est elles, du coup, qui vont démarcher des entreprises. On leur dit, OK, vous êtes prêts à donner, est-ce que vous avez un budget pour YouTube? Et du coup, c'est eux qui négocient. Après, ils voient avec le YouTubeur. Et leur marge, après, c'est des 20 à 30% sur le placement de contrat. produit. Et le placement produit, à chaque fois, la différence aussi, peut-être, c'est que toi, tu t'es impliqué dedans. C'est pas un spot qui est passé. Ouais, c'est toi qui C'est prends toi la qui parole prends pour la créer parole. dans- C'est ouais. moi le panneau publicitaire. Ouais, ouais. C'est hyper agréable, Tu surtout incarnes. quand je connais pas le produit et que je dois non mais putain j'adore ce truc, franchement du coup ça marche super bien. Du coup, c'est chiant parfois, tu vois. Ouais, Mais bon, après c'est c'est ce qui est acheté aussi. C'est ce aussi oui pourquoi. voilà. Au-delà de YouTube, tu écris des livres, j'en ai un avec moi. Noisuli, comment tu le prononces exactement? Noisuli, ouais, c'est ça. Noisuli. Pourquoi ce format, quand on est déjà très implanté sur YouTube, pourquoi ce format? Qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'écrire un livre? Alors En ouais, sachant qu'on est un peu dans c'est un le- endroit pour en parler. Ouais, la partie livre est intéressante, mais ce qui est plus intéressant vis-à-vis de l'émission, je crois, et c'est le côté vraiment entrepreneur, parce que comme je suis entrepreneur, j'ai vraiment pris le bouquin du coup tel quel, c'est-à-dire que, alors moi j'aime bien écrire depuis que je suis ado, et puis c'est un livre, imaginez, c'est vraiment le mix entre Harry Potter et Matrix, c'est vraiment le Harry Potter du rêve, et l'intérieur du coup est assez spécial, puisque du coup c'est un livre qui est illustré de tous les côtés. Ah ouais, avec. Et il y a des musiques à côté. D'accord, ah c'est oui, vraiment un livre cinématographique, vous voyez, hyper immersif. Ça, je voulais proposer une expérience qui n'existe pas aujourd'hui, mais au-delà de ça, j'essaye de le construire comme Disney, tu vois. C'est-à-dire que j'aimerais qu'à terme, ce soit vraiment peut-être je le dis, parce que de toute façon, j'ai toujours été ambitieux, mais je voudrais que ce soit dans les produits les plus connus en France, tu vois. Et après, à l'international, ce serait cool, tu vois. Vraiment, imaginer que ce sera peut-être le futur une sorte de Harry Potter français, quoi. C'est quoi l'histoire en 2 mots? Et donc je vois à partir de c'est pas du young adulte. Si. Parce que tu vois à partir de 13 ans, donc oui, c'est. C'est les jeunes adultes, du coup. Jeunes pour adultes, ouais, l'audience, tout à Mais fait. c'est plus Harry Potter que Hunger Games, par exemple. veux dire, C'est l'audience d'Hunger Games et d'Harry Potter. En fait, Harry Potter, au début, tu sais, c'est plutôt les enfants. Ouais. Et puis après, Après, sur ça la a fin, grandi, c'est et c'est plutôt vrai des que- adultes. ouais, Et ouais, aujourd'hui, tout à tout le fait. monde un peu C'est vrai que ça a les évolué, lit, tu ouais. vois. Donc après, s'il faut donner une tranche d'âge, c'est dans la vingtaine, je pense. Et donc, et le Mais- pitch, alors? Le pitch, c'est très simple, c'est on a 3 ados du coup qui viennent d'avoir leur bac, et puis au lieu d'aller dans une université classique, tu sais, une école de commerce ou école d'ingé, machin, eh bien ils sont contactés par une université du rêve qui se trouve cachée quelque part, et donc ils font OK, banco. Bon, il faut un petit peu les convaincre, mais une fois que du coup ils y vont, il y a un lapin blanc, donc il y a des métaphores aussi avec Alice au pays des merveilles. Eh bien ils se retrouvent à Noisuli, c'est le nom de l'école. C'est comme Poudlard, imaginez. Et du coup, cette université est assez incroyable. On apprend à maîtriser ses rêves, on apprend du coup à les contrôler, et du coup on part vraiment dans une expérience de fou. On découvre à ce moment-là aussi qu'il y a des petits trucs qui se passent pas très bien. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se réveiller, qui sont plongés dans des cauchemars. C'est aventure haute en couleur. Du coup, on apprend plein de trucs avec du mystère. Ça explore aussi la thématique du rêve, parce que contrairement à la magie où ça va être compliqué d'en faire, vous n'allez pas vous amuser à jeter des sorts. Ce qui est marrant avec les rêves, et à travers cette saga, là c'est le tome 1, c'est que la plupart des choses que je raconte dedans sont possibles. Ce qui est quand même rigolo, tu vois. Parce que c'est dans le rêve, tu veux dire, justement, ou Dans c'est- le rêve ou au-delà du rêve. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, dedans, parmi les trucs les plus amusants, assez spectaculaires, c'est que c'est possible de rester coincé dans un rêve sous certaines conditions et même de boucler dans des cauchemars, tu vois. En l'occurrence, comme je connais bien la thématique, des gens ont déjà vécu ce genre de choses, tu vois. Par exemple, quand tu es dans le coma, c'est le coma en fait, le coma où quand t'es mis artificiellement en fait dans un sommeil, généralement ça te produit en fait ces phénomènes-là. Les gens ils le disent, c'est qu'ils peuvent boucler des centaines et des centaines de fois dans un rêve. Tu te réveilles pas et à l'intérieur t'es en train de vivre un cauchemar. Généralement c'est l'accident qui t'est arrivé et du coup tu revis encore et encore. C'est assez fou. Enfin il y a plein de trucs assez dingues. Il y a des gens qui vivent des rêves qui semblent durer très longtemps.
Et tout ça, c'est raconté dans le bouquin. C'est un peu pour ouvrir les gens, enfin, la porte de leur inconscient, tu vois. D'accord, t'as repris un peu. Tu connais l'anecdote de la lampe de chevet fixée sur Reddit? Non, dis. Non, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a écrit un post sur Reddit, hein, qui est un réseau social où justement les gens partagent un peu. Et c'est un post qui est parmi les plus perturbants en fait sur Reddit. Et donc, si tu l'as pas encore lu, je t'invite à le lire parce que ça m'a rappelé ça. Où c'est quelqu'un qui raconte en fait qu'un jour il était chez lui et il regardait sa lampe de chevet et il est complètement en fait absorbé par la lampe. Et en fait, il rentre un peu dans un rêve, il raconte un peu tout son rêve, et en fait, finalement, il se marie, il a des enfants, etc. Et ça dure, et il croit que c'est une réalité. Et donc, il explique, donc pendant tout ce post-là, il raconte comment il a le sentiment d'avoir passé des années, en fait, dans une vie où il a eu ses enfants, qu'il a développé sa vie. Puis à un moment, paf, il s'est réveillé, il s'est retrouvé dans la lampe, devant la lampe. Et donc, tu as ce sentiment en fait donc de rêve éveillé et à la lecture faut le lire parce que c'est mieux écrit que la manière dont je le raconte en fait est assez flippant. Okay. Ça fait partie en fait des posts Reddit tu vois les plus creepy. Tu vois, donc, et ce que tu m'as dit, ça m'a fait un peu penser à ça. Il y a ça dedans. Donc, voilà, mais en moins creepy, quoi. Enfin, je veux dire, en moins flippant. Ça peut l'être. Ça peut l'être, ouais. Bah, le terme que j'utilise là-dedans, moi, c'est les chronosonges. C'est des rêves, mais ça existe vraiment. C'est très rare, mais c'est possible. Je vous raconte l'une des histoires, parce que du coup, je connais la personne en question. C'est l'un de mes meilleurs amis. C'est quelqu'un qui maîtrise bien les rêves. Il fait des rêves lucides. Je sais pas si vous en avez déjà fait. Oui, tout à fait, où tu contrôles ton rêve, en fait. Et tu dis, tiens, je vais me mettre à voler, et tu voles. C'est assez rare. Hein, mais... Ouais, si ça me parle comme concept. Toi, Tony, non. non. Tu en prends contrôle. Tu peux en prendre le contrôle. Exactement, aussi, et donc tu peux faire des choses incroyables. Tu veux voler et tu voles et machin. Ah ouais, la sensation de voler est quand même folle. Quoi. Mais c'est ce qui m'a permis d'être champion du monde à mon niveau, dans mes rêves. Voilà. J'ai gagné la Coupe du Monde. Coupe du monde de foot, j'ai gagné 5 fois. Ah, ouais. Ah sympa. Bravo. Bah, super. Voilà. Okay. Mais ouais, non, enfin, un chrono. Attends. Bah, attends, tiens, dans la vraie vie, du coup, tu vois. Ça compte. Ce qu'il avait vécu, c'est quand même. La première fois que j'entends ça, je fais what the fuck. Ça existe ce truc-là. C'est qu'il me raconte, il a vécu plusieurs chronosonges. Donc, en gros, vous allez vous coucher la nuit, sauf que du coup, pendant le rêve, il a le sentiment. Alors, il n'est pas lucide à ce moment-là. Il a le sentiment de vivre sa vie. Il se réveille et du coup, bah, il fait ses études. Les années passent. Il commence à trouver une meuf, il commence à la fréquenter, ils finissent par être ensemble, et puis voilà, il commence à bosser, et du coup, il s'est écoulé, je crois, plus de 10 ans, et puis un jour, il se réveille, et puis il n'y a plus rien de tout ça, et en fait, il est retourné 10 ans dans le passé, et là, il se rend compte qu'il n'a pas la meuf en question, et qu'il est toujours en train de bosser, il est encore au lycée, ou je sais pas, début de l'université, et il se dit, putain, en fait, tout ça, c'était un rêve. Et il avait l'illusion, vraiment, en tout cas, d'avoir ces 10 années écoulées. 10 ans. Ouais. Ah, c'est incroyable. C'est beaucoup, 10 ans. Ouais. En un rêve. En un rêve, c'est-à-dire une nuit de 8 heures. Chronosonge. Chronosonge, le terme que j'utilise, ouais. C'est quelque chose qu'il a travaillé ou c'est juste. Il peut pas, non, il est né comme ça. Non, mais il en a fait 3 dans sa vie. Ça, c'était dans les plus longs. Mais c'est quand même perturbant parce que en fait, tu dois faire le deuil d'un truc que tu n'as pas vécu. Tu fais le deuil d'une meuf que t'as. C'est comme si un jour tu te réveillais demain et en fait t'es pas Tony Parker, t'es le gars de 17 ans qui est pas encore à la NBA ou je sais pas quoi. Tu te réveilles, t'es Nathan quoi. C'est Nathan. Non mais tu vis le truc et tu pourris. Non mais c'est quand même perturbant, tu vois. Après, c'est une question. En fait, je trouve ça génial parce que du coup, à travers ces questionnements sur le rêve, ça ouvre des perspectives sur la réalité. Parce que, imaginons à la fin, quand on meurt, est-ce qu'on se réveille pas d'un rêve qui a été simplement la vie qu'on a émulée Ou est-ce qu'on vit pas dans une simulation? Ou une simulation, voilà, tu peux empiler exactement, les couches comme ça. C'est ça qui est génial. C'est pour ça le côté Matrix. Et donc, tu continues l'écriture de cette saga, c'est ça? Ouais. Mais du coup, voilà, vous savez, du coup, quand on lance des trucs, généralement 50% c'est la création et 50% il y a le marketing. Donc, je passe énormément de temps en market, quoi. C'est-à-dire pour trouver des idées, pour en parler, nanana. Et c'est auto-édité ou c'est un éditeur? Non, c'est mon éditeur. C'est ton éditeur, ok. Ouais. Ça me fait penser à une question. Je sais pas si tu as un avis dessus. J'ai eu 2 expériences d'achat de produits avec un youtubeur et je sais qu'à chaque fois aujourd'hui, quand un youtubeur vend un truc, il prend toutes les précautions. Attention, je veux pas avoir un retour de bâton. Donc j'avais acheté, tu sais, le bracelet d'Amixem, celui avec le bout de lune. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Okay. Donc là, Quoi?
C'est Space Fox est un petit fragment de météorite en fait qui est arrivé sur Terre et qu'ils ont récupéré et ils en ont fait des petits bracelets. Ouais, ça ressemble un peu aux pierres de l'île de Ré. Les trucs un Non, peu non, là. c'est un vrai C'est truc. quoi Non, ce non, c'est un truc vrai là truc. ça ressemble à un scam. Et bon, alors il avait dit. C'est tu des vois, vrais. C'est des... Non, non, tout est vrai, tout Ok, est hyper d'accord. C'est véridique. des Ouais. micro-roches, hein, quand même. Ok. Ouais, c'est tout petit, hein, mais D'accord. voilà. ok. C'est pas un rocher, du coup. sur D'accord, la- oui, c'est pas parce que même une pierre, un météorite, c'est un Exactement. micro-bout, quoi, d'accord. Ouais, c'est un micro-bout. Et il avait bien dit, tu vois, je gagne pas d'argent dessus, etc. Et ensuite, t'as Inoxtag qui a lancé son manga, que j'adore d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Et là, tu vois, il a eu des reproches. Oui, mais c'est pas juste parce que vous avez plus de notoriété, c'est plus facile pour vous que pour tous les petits mangaka français qui galèrent, etc. On a toujours cette petite animosité. Est-ce que c'est très français? Est-ce que toi, quand t'as lancé des produits, on va parler de ton arc formation tout à l'heure, académie, est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que ça t'a... C'est quoi ton avis sur ça? Après, c'est ce qu'on appelle les unfair advantage, tu vois. C'est un avantage qui est. Bien sûr. Bah oui, bah c'est la life, hein, les gars. Réveillez-vous. Ouais, mais t'as bossé pour l'avoir. C'est ce que j'allais Exactement. dire. Il est pas arrivé comme C'est ça, ce que il j'allais est- dire. Tu m'as pris les mots. Ouais. Il est pas arrivé Unfair comme advantage. ça. Enfin, toi ou Enoxtag, vous avez commencé à zéro comme tout le monde, quoi. Oui, mais c'est juste après, on a level up du coup dans un truc, par exemple YouTube, et après, forcément, si tu fais autre chose, ça a plus de chances de marcher. C'est pas, c'est Ah, pas, pas non- forcément. mais pas forcément non mais plus, tu c'est vois. ce que j'allais dire, Pas c'est pas une forcément. garantie. Hein. Non, clairement pas, parce que du coup, en réalité, les youtubeurs lancent des produits à côté, mais la plupart du temps, ça marche pas. Ouais, Par c'est exemple, ça. les produits, par exemple, les Ouais, boutiques. parce que là, tu parles que des choses qui marchent. Hein, mais Mais si en on vrai, prenait tous les youtubeurs et qu'ils essayent de se diversifier, je suis sûr qu'au niveau La pourcentage. plupart du temps, je pense 90% du temps, voire plus. Ah bah, j'allais même pas c'est- dire, j'allais je pas pense aller que aussi haut, mais. même pas, non, mais ça Ouais. ne fonctionne pas. Mais c'est Bah, pas parce c'est- que c'est des youtubeurs, c'est juste parce que la réalité du business, c'est que la plupart du temps, ça marche pas, quoi. Ouais. Et quand t'es youtubeur et que tu penses que c'est tes vues qui vont, les gens vont pas se convertir en clients, tu vois. C'est comme on en parlait, tu peux avoir des millions d'abonnés, mais c'est pas des gens forcément fidèles à ce que tu ferais à côté, quoi. Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant. Et donc, pour parler un petit peu de ce nouveau pan de ton business, t'as lancé pardon, l'Académie Fécond. Je croyais que tu lançais un arc. Non, l'Académie Pourquoi Fécond. pas C'est une chaîne YouTube dédiée avec masterclass, etc. Pour moi, il y a tu vois, c'est vraiment le YouTube game et la formation, c'est deux mondes. J'ai toujours compris de mon œil extérieur que les youtubeurs détestaient ça et que c'était le tabou, faut jamais rien vendre, machin. Comment est-ce que toi tu t'es dit bah non, je vais le faire, c'est bien. Alors t'inquiète pas, il a dit pour Nathan, hein, donc Ouais. Après, il a bien dit pour moi. Bien sûr. Non, pendant des années, après, j'ai hésité à le faire parce que, en gros, si vous êtes youtubeur, vous gagnez votre argent grâce aux vues de vos vidéos, les placements de produits, vendre des trucs à côté, c'est mal vu. À part si vous vendez des t-shirts, mais ça marchera pas de toute façon. Donc, vraiment, toutes les personnes qui ont fait des boutiques des t-shirts, ça a jamais fonctionné. Vraiment, tout le monde, tu vois. Mais bref. Mais donc, ouais, j'ai mis des années avant de me dire, est-ce que je peux créer une formation ou en tout cas aider les gens à réussir un peu plus sur la plateforme, donner des conseils et tout. Donc, à un moment, je l'avais fait, et puis bon, voilà, quoi. Bah après, c'est juste. Et ça a marché un temps ou tu le fais encore? Ouais, non, mais on s'y est remis, on a des bons scores, tu vois. Ok. Mais bon, enfin, en tout cas, ça prend du temps, quoi. En fait, c'est différent. En fait, c'est cool. C'est juste un autre truc qui a rien à voir avec YouTube. Donc, c'est des nouveaux skills, en fait, à développer. Et donc, ça veut pas dire que ça a marché, quoi. Mais pourquoi ça serait mal vu donc? C'est ça, parce que c'est ça ta Eh ben question. parce que si tu Parce veux, que là, Ouais, si ouais. j'ai bien compris, hein, c'est t'aides des jeunes à réussir. Ouais, d'accord. Ouais, mais en fait. à les accompagner. mais en contrepartie un paiement, donc c'est payant. Attention, c'est pas gratuit. Oui, c'est mais pas gratuit. Ah non, mais en fait, sur YouTube, tout est gratuit. Tu regardes des vidéos qui peuvent durer 1 heure, là où c'est très produit, et les gens, ils vont pas payer 1 centime pour voir ta vidéo, là. D'accord. Un Ne peu comme paye si pas. tu faisais payer tes autographes à la fin d'un match, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. là. C'est Ouais. en ça que, Ok. ben, ouais, entre les youtubeurs, la formation, c'est vraiment deux milieux qui ne communiquent jamais. Et t'as été l'un des seuls à finalement le faire et t'as perdu de l'audience, t'en as gagné, ça a été complètement neutre. Je sais pas. Ok. Je sais pas. Mais écoute, il y a des bons chiffres, il y en a, ils sont pas contents, il y en a, ils sont contents. Enfin, après, dans l'idée, c'est pas non plus d'être racoleur sur ma chaîne principale. Tu t'adresses pas à la même, à la même audience. Parfois, tu parles vite fait de ça, mais c'est plutôt discret, tu vois. Tu vas pas dire à tout le monde que tu vends une forme. Enfin, je m'en cache pas et je m'en fiche, tu vois. Du coup, c'est juste pour les gens qui sont intéressés, quoi. Mais en fait, c'est juste une personne sur 1000, quoi. Donc, tu vas pas parler aux 1000 autres, quoi. Ah, ok, je comprends. Ok. Si tu dois donner un chiffre, cette fois-ci, je vais te donner un chiffre. La part de chance et de timing pour rencontrer le succès sur YouTube, c'est quoi? C'est 70% du job, c'est-à-dire que tu avais beaucoup plus de chance il y a 10 ans qu'aujourd'hui, ou finalement... C'est dur, hein, parce que en fait, c'est YouTube, mais c'est dans la vie. Est-ce que Facebook, ça aurait marché s'il l'avait lancé 5 ans trop tôt ou trop tard?
Ouais, c'est ce qu'on appelle le time to market. Je sais pas. Mais tu penses pas que dans le succès, de toute façon, il faut toujours une petite part de chance, être au bon Ouais, endroit, mais c'est au à bon quel moment. point elle est Je importante. pense tu que vois. dans n'importe quel Mais je peux- business ou je même trouve- dans le sport, il faut un peu de chance. Bien sûr. Parce que tu sais, t'as les blessures, Bien du sûr. jour au lendemain, ta carrière elle peut être terminée. Enfin, je trouve qu'il faut toujours un petit peu de chance. Et quand je dis être au bon endroit, au bon moment, tu peux être le meilleur possible, enfin, tu peux être le meilleur joueur, mais si t'as pas des bons coéquipiers, tu vas jamais rien gagner. Enfin, en tout cas, en sport co. Ouais, mais clairement. Est-ce que Harry Potter se serait devenu Harry Potter si elle avait sorti son livre avant ou après? Je sais pas. En fait, on serait. Parce que non, c'est Harry Potter, ça a tenu à peu de choses. Finalement, elle a été refusée par plein d'éditeurs, Bah, presque tous. Hein. presque tous, exactement. Et oui, il y a eu ce petit déclic. Ouais, Ça tient à peu de choses, vraiment, ouais. Ouais. Moi, j'ai toujours trouvé que le succès, ça tenait à très peu de choses. Même quand tu gagnes des titres, Ouais, quand c'est les grosses équipes, ça aurait pu aller. Des fois, le panier qui rentre au bon moment, qui change tout le match. Et le truc que tu rates qui foire 2 tout. millimètres. Ouais, Et dans le business, je trouve que c'est un peu pareil aussi. Le timing est super important. On en parle souvent. Le timing, quand tu vas lancer tes trucs, c'est pas facile. La musique, alors là, j'en parle même pas. Ça doit être difficile aussi quand tu lances tes morceaux, l'album, le thème que tu abordes selon ce qui se passe dans le monde. Enfin, ça dépend de plein de choses, quoi. Oui, au moins une réalité, c'est que dans tous les cas, si tu branles rien, tu n'auras rien du tout. C'est bien résumé. Je veux dire, c'est que On est d'accord. Là, il y a pas- dans la mesure où tu sais pas quand il faut le lancer, bah du coup, fais-le, quoi. Ouais, je Donc comprends. après, juste plus t'attends et plus le temps va passer, quoi. J'ai une question peut-être un peu sensible, mais qui me vient en tête à te poser. Tu sais, on a vu l'avènement du plus gros youtubeur français qui était Norman et sa chute. Est-ce que tu as eu un avis sur cet épisode? Est-ce que tu dis, bon, bah, c'est le marché qui a décidé qu'il fallait que Norman devait plus exister, de se faire cancel? Ou est-ce que tu avais un avis différent? Mais alors, est-ce que tu peux expliquer? Oui, que moi, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Ouais. Je vais expliquer. Donc, Ouais. C'est vrai, pour remettre un peu de contexte pour ceux qui Ouais, suivent pour pas. ceux qui tout à ne sortent fait. pas le dimanche. Exactement. Donc Norman fait des vidéos. Ouais, c'est C'était vrai. le plus gros youtubeur français. Tu me corriges si je dis une Ouais, bêtise. bah, il y avait, je sais pas, 15 millions d'abonnés, quoi. Ouais, c'était très très Pas gros. mal. Qui a été inquiété dans une affaire judiciaire qui impliquait des femmes. Est-ce que tu as eu un avis sur ça ou pas du tout, dans le sens où c'est triste, c'est le marché qui condamne, c'est la rançon du succès, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur quand on est youtubeur. Est-ce que Et donc, t'as eu un avis? juste avant que tu répondes, en fait, il a perdu tous ses followers. Enfin, c'était quoi la Sa conséquence? carrière de youtubeur c'est globalement terminée quand même. Je veux dire, Il a disparu. C'est ça de la circulation. alors il s'est remis après peut-être 2 ans de pause sans aucune vidéo à refaire des vidéos. Donc ça a Ils fait font un plus du tout. scandale, ça a fait un scandale public, il a disparu. Un gros scandale D'accord, dans YouTube ok. Game, il disparaît. À ce moment-là, moi, j'ai plus les détails. Je pense qu'il a pas perdu de temps. En fait, les gens se désabonnent pas d'une chaîne. Juste, Oui. ils arrêteront de regarder les vidéos. Ouais. Il a peut-être perdu, je sais pas, peut-être 1 million d'abonnés, mais donc globalement Exactement. très peu. Ouais, c'était quand même peu. Alors c'était des femmes, surtout des jeunes femmes, et du coup, je pense, moi c'est mon avis perso, c'est que du coup Norman n'est pas gâté par la nature. C'est un gars adorable du coup, mais la notoriété ça fait que du coup tu fais putain, je peux enfin goûter à un truc que j'ai peut-être jamais eu dans le passé. C'est un cheat code en fait, vraiment. Vous avez activé du coup un truc magique du coup dans votre vie qui fait que tout devient plus faire facile. des rencontres Et faciles, du coup, quoi. si lui peut-être il avait envie de goûter à des expériences qu'il a pas eues dans le passé. Généralement, c'est là où ça peut vriller. En fait, quand tu gagnes une notoriété ou beaucoup d'argent très facilement, trop rapidement, ça peut te griller un peu le cerveau. Peut-être que lui, du coup, ça a été le cas, je sais pas. Et du coup, alors, c'est pas le seul, hein, il y en a d'autres qui ont fait ça. Du coup, il a un peu abusé et voilà, on joue pas trop avec ce genre de choses, quoi. Surtout dans une époque, du coup, qui est un peu plus dans des courants féministes et où les droits de la femme et compagnie, du coup, sont mis un peu plus à l'honneur. Ah, donc le MeToo n'épargne pas YouTube, quoi, en gros. Non. Ça n'a pas permis Non, YouTube. on a eu le hashtag balance ton youtubeur à la même époque du coup. D'accord. Je sais pas. Écoute, après moi, C'est la règle du marché. c'est la la vie, quoi. c'est des sujets sensibles. Je sais pas, par exemple, si tu fais des blagues sur les juifs, tu peux être ban. Enfin, d'un point de vue social, tu fais des trucs trop hardcore avec les femmes où tu abuses de ce que tu crois être tes droits, tu peux être c'est blacklisté sûr. en fait C'est de De toute façon, la après, vie s'il y a des sociale. actes répréhensibles, c'est. Ouais, c'est bien sûr. c'est ça. Voilà, écoute, je sais pas. Ouais, je comprends. Enfin, de toute façon, quoi que soit la décision de justice, le marché a décidé que. Après, Voilà. bien sûr. A pris sa décision, Mais quoi. après, si Norman, du coup, est un peu mort, du coup, d'un point de vue chaîne YouTube aujourd'hui, il y a ça.
Je veux dire, ça met un gros coup d'arrêt quand même, mais il y en a qui ont réussi à rebondir. Par exemple, aux États-Unis, du coup, il y a un gars, je sais pas si vous connaissez Logan Paul. Ouais. Donc lui, du coup, il avait fait une vidéo qui a été vraiment très mal accueillie. En gros, il était allé dans une forêt japonaise qui s'appelle Aokigahara. C'est une forêt où il y a beaucoup de gens des Japonais qui mettent fin à leur vie là-bas. Il a eu un rire un peu nerveux, il avait filmé une personne qui était pendue. Donc, voilà, donc ça a pas plu à la communauté, ça a été une grosse galère. C'est pas MeToo, c'est pas lié aux femmes, mais c'était quand même un méga bad buzz pour lui. Et à ce moment-là, il a fait des vidéos pour s'excuser, mais c'était quand même galère. Aujourd'hui, il a rebondi et puis ça y est, il est passé à travers ça. Mais parce que du coup, il est smart et qu'il sait se renouveler. Norman, je pense pas qu'il a su se renouveler. En fait, Norman, moi j'ai connu ses vidéos au tout début. C'est ce qu'il m'avait donné. Ouais. Il fait les podcasts. C'est-à-dire les podcasts, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Les podcasts, c'est des vidéos de 3 minutes où on parle d'un sujet, genre le ping-pong, genre les profs, genre du coup, je sais pas. C'était le seul youtubeur que je suivais à l'époque. C'était ça. Et il y en avait d'autres. Il y avait Cyprien, il y en avait d'autres qui faisaient la même chose. Et Norman, il faisait que des podcasts. Il les faisait bien. C'était l'un des premiers à les faire. Sauf que du coup, au bout de 10 ans, votre format, vous savez, la locomotive dont je parlais, elle s'est épuisée et s'est arrêtée. Sauf que Norman, il n'avait pas d'autres trains en fait qui pouvaient avancer. Il n'y avait pas d'autres formats. Peut-être il a tenté des trucs, mais en fait, il avait peut-être pas cette intelligence entrepreneuriale qui fait qu'il va se renouveler en permanence. Et donc, du coup, même avec votre meilleur concept, à un moment, ça finit par, il y a plus de charbon et puis ça s'arrête, quoi. Donc, si vous avez rien d'autre, c'est fini. Ouais, je comprends, c'est intéressant. Donc, forcément, si en plus il y a un bad buzz dessus, ça va juste accélérer la chute, quoi. Ouais, d'accord. Quand on regarde tous ces gros youtubeurs de la première heure, Cyprien, McFly, Carlito, Squeezie, il y en a quand même qui ont un petit peu levé le pied, qui ont pris du recul ou qui ont commencé un peu à se reconvertir. Toi, t'es pas du tout dans ce ralentissement, à moins que tu me dises le contraire, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu lâches pas? T'as encore la même énergie? Est-ce que c'est épuisant d'être youtubeur? Est-ce que c'est un peu la prison dorée? T'es un petit peu prisonnier de ton audience et en même temps c'est toi qui est leur geôlier à eux. C'est quoi cette relation? Je sais pas, moi je trouve ça magique de pouvoir durer sans avoir à mettre d'énergie. C'est pour ça, comme j'ai industrialisé mon truc, je suis content de faire des vidéos et j'ai pas besoin de mettre d'énergie dedans. J'ai pas besoin, tu vois. Alors parfois du coup, faut faire des points, il faut s'assurer que la locomotive fonctionne toujours, mais je veux dire, j'ai vraiment les équipes qui font que du coup ça tourne, quoi. J'ai les rédacteurs, ils trouvent les idées, du coup je tourne les vidéos, c'est monté, j'ai des gens qui les valident et ça tourne sans que j'ai besoin de mettre. Alors ça a mis du temps pour que ça fonctionne, mais aujourd'hui ça fait que du coup vous avez un truc qui fonctionne, vous avez votre notoriété, le personal branding en fait il y avait des trucs, ça fonctionne à pleine balle, quoi. C'est que du coup vous n'avez pas besoin de vous investir plus que ça. J'ai pas besoin de tout ce que tu cites, j'ai pas besoin de le faire, tu vois. J'ai plus besoin de le faire. Et donc ça c'est génial pour tous les projets que vous faites à côté, quoi. Si vous voulez lancer un truc, votre notoriété elle peut jouer pour vous. Ça veut pas dire que ça va marcher, parce que du coup c'est pas la même chose, mais en tout cas c'est un boost magique que vous avez de manière permanente. Je trouve ça juste amusant de continuer à le faire. Peut-être que je ralentirai dans le futur, peut-être dans 10 ans. Si j'ai des business qui me rapportent beaucoup plus que YouTube, je vais pas m'emmerder à continuer à faire 4 vidéos par semaine sur YouTube. J'en ferai peut-être 1 ou 2, quoi. Et ça suffira. Ouais. Mais aujourd'hui, 4, c'est bien parce que ça permet c'est de l'argent aussi pour tous les autres projets que je réinjecte dedans, tu vois. Ouais, je comprends. On est en pleine révolution avec l'intelligence artificielle qui frappe notre société, notre monde. Est-ce que l'IA va bouleverser le métier de youtubeur? Quelles vont être les conséquences? Est-ce que ça va être tellement plus facile de faire des vidéos avec l'aide de l'IA? C'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que la barrière à l'entrée du YouTube game s'effondre? Ou est-ce que ce sera toujours la touche humaine qui fera une différence? Bon, t'as tout dit. Ouais. Écoute, l'IA va faire s'effondrer la plupart des choses, je pense. Après, je sais pas. C'est dur à dire, en fait. L'IA, c'est le truc, quand même, je sais pas, c'est votre énergie par rapport à ça, mais c'est vraiment, ça donne juste un vertige un peu existentiel quand on voit les progrès. Alors, il y a 3 ans, ça n'existait pas, quoi, l'IA. C'est incroyable. Il n'y avait pas GPT, quoi. Il y a 3-4 ans, ça n'existait pas. Je me dis, mais tu discutes pas avec une IA, quoi. Et aujourd'hui, du coup, ça te génère des vidéos de Will Smith qui bouffe des spaghettis à la perfection, tu vois. Ouais. Et tu vois, tu fais, waouh. Tu sais pas, en fait, c'est trop dur à dire. Dans 10 ans, ça ressemble à quoi, tu vois? Ouais, c'est juste vertigineux. Donc, l'IA, ça va tout chambouler profondément. Je pense qu'il y a juste, mon avis, c'est que si ça prend un peu plus de temps, c'est qu'il y a une inertie humaine qui est énorme. Les gens, ils ont un peu la flemme. Ils savent pas trop comment l'utiliser. La plupart des gens, ils utilisent pas l'IA, tu vois. Ou alors, ils l'utilisent vite fait avec quelques discussions, quoi. C'est juste s'il y a le temps qui se fait, mais je sais pas. C'est dur à dire. Est-ce que du coup, on va être amené à un salaire universel? Écoute, les 3 quarts des gens, ils n'auront plus de taf. On a parlé. J'allais te poser la question, Eric. Est-ce que tu as été plus frappé par ta rencontre avec Bitcoin quand tu as compris ta lecture du white paper?
Ou quand tu vois ce qui se passe en IA, est-ce que tu as une Alors, préférence ou... Bah pour moi, elle est très claire. Je pense que l'impact émotionnel que j'ai eu quand j'ai compris ce que représente Bitcoin est bien plus fort que celui que j'ai pu comprendre quand j'ai vu la puissance de l'IA, parce que on est sur des aspects très différents. Bitcoin, c'est sur un aspect de souveraineté, de liberté absolue, de propriété d'un actif qui échappe au système, et donc il y a des implications vraiment très importantes sur même les fondements de la société. L'IA a des implications évidentes sur le fondement de la société aussi, mais ce sont des outils qui vont permettre à tout à chacun d'être plus efficace dans son travail. C'est un peu un accélérateur. Et je pense que émotionnellement, en fait, ça m'a moins touché. Voilà, donc évidemment que l'IA probablement à terme aura plus d'impact que Bitcoin sur la société d'un point de vue général, mais je pense que par rapport à mes valeurs et aux intérêts qui me sont propres, j'ai pas subi le même impact émotionnel. La preuve, il y a 3 ans, quand j'ai vu ChatGPT, j'ai pas décidé de mettre tout mon temps, toute mon énergie et tout mon capital dans l'IA. Je l'ai regardé, j'ai vu un peu le train passer. Maintenant, j'ai mieux compris ce que ça implique et je vois l'impact de l'IA agentique et je pense que ça va vraiment redéfinir beaucoup de choses. Mais clairement, Bitcoin m'avait beaucoup plus parlé. Et en tout cas, pour YouTube, bah oui, ça va changer YouTube comme plein d'autres domaines, tu vois. Ouais. Juste, ça prend un peu du temps. Il faut juste avoir les outils qui te le permettent. Aujourd'hui, tu peux écrire des scripts plus facilement. Après, ça peut te simplifier la vie, quoi. Du coup, oui, c'est sûr. En fait, c'est juste un méga outil, quoi. Mais après, c'est un outil qu'il faut savoir l'utiliser, quoi. Tes vidéos, tu les scriptes ou elles sont... ou c'est bullet Ça points? dépend. Non, c'est prompteur, du coup. Et donc, nous, j'ai des humains. Moi, j'ai des rédacteurs, du coup, qui les écrivent. C'est vraiment au mot à mot, quoi. Ah, ok. Parfois, je pars un peu en vrille, tu vois, mais ça reste cadré. Sauf dans les sujets que je maîtrise, comme YouTube, où là, j'ai pas besoin. J'ai juste quelques points clés Ouais, ok. et je pars un peu partout, tu vois. Ok. Il y a un phénomène qu'on voit sur YouTube, c'est un peu la Mr Beastisation, je sais pas si tu as déjà entendu ce terme-là, des contenus avec, tu vois, ultra dynamique, on joue sur le biais cognitif, Ouais. le FOMO, tu vois, captation d'intention, etc. Ouais. C'est quoi ton avis? On va aller plus vers ça. Qu'est-ce que tu penses de MrBeast et de son succès MrBeast, c'est quand même le planétaire. youtubeur numéro 1 au monde. Pour rappel, alors je crois qu'il s'approche du demi-milliard d'abonnés quand même. Waouh. C'est quand même what the fuck, tu fais. À quel moment, ça- du coup, t'as autant d'abonnés? c'est Je suis énorme. pas abonné à sa chaîne, j'ai pas envie de m'abonner. Moi non plus. Je vais pas te faire foutre. Non, mais. Moi, je suis abonné. Ah bon, ouais, écoute. Mais ouais. C'est un truc de fou. C'est, quand je disais les biais humains, MrBeast, c'est le mec suprême qui a tout compris, du coup, à comment faire des vues, quoi. Bon, après, il est autiste. Moi, je spot les autistes à 2 mètres. Mais tu vois, mais en fait, c'est juste, en fait, il voit les trucs que les gens voient pas, et du coup, comme il a une façon assez peu naturelle de parler et tout, ce qui est marrant, ça l'empêche pas de réussir. Mais c'est, en fait, tous les biais dont j'ai parlé, lui, il essaye de tout mettre et d'optimiser chaque seconde. Vraiment un robot, quoi. Mais un robot, c'est vraiment une IA, quoi. En fait, vraiment, s'il pouvait Donc tu penses que son succès est aussi en partie dû à l'hyper-analyse à la seconde près? C'est parce qu'il est hyper analytique, quoi. D'accord. Il a pas l'énergie très d'un... smart. En fait, ce qui est très intéressant avec MrBeast, c'est que contrairement à des gros youtubeurs français, comme par exemple Squeezie, je sais plus, Amixem, Joyka et compagnie, qui, eux, ont une énergie. Tu sais, en fait, ils ont une énergie extravertie. On sait que c'est des mecs qui sont good vibe dans la vie, qui sont sympas, qui se prennent pas la tête, qui sont amusants et tout. MrBeast, c'est un gars qui, alors, il est certainement chiant comme la pluie, il est introverti, il est un peu relou, il est un peu sur ses trucs, ça se voit à 2 mètres. Par contre, ce qui est marrant, c'est que il a réussi à le masquer de manière assez bien pour que les gens, en fait, ils s'en foutent, tu vois. Il a un vrai sourire de façade. En fait, lui, on voit qu'il ne sourit pas vraiment. Ouais, Je sais pas exactement. si un jour il a vraiment Exactement. souri, quoi. Tu sais, il est là. Exactement. Il ne sourit pas, tu vois, je sais même pas s'il comprend le concept. Mais c'est bien parce que tu peux réussir sans être, du coup, quelqu'un qui a vraiment une énergie de quelqu'un qui est extraverti et Mais qui il cool. touche tous les publics. Hein. Mais il moi, touche tous les publics. mes enfants, ils adorent. Hein. Ils veulent regarder que ça. Ah oui, Ils regardent que ça, mes enfants. Il a taillé pour que, du coup, ça touche le monde entier, quoi, tu vois. D'ailleurs, j'ai C'est- connu MrBeast à travers mes enfants. C'est-à-dire qu'il a théorisé le game, Ouais. il l'a travaillé. C'est pas que du talent à l'arrache Ah non, c'est à pas faire du tout show. de talent à l'arrache. Ouais. Il travaille chaque seconde. Enfin, tout est Ah ouais, non, mais quand construit. je dis chaque seconde, c'est chaque seconde, surtout les 20 premières, quoi.
À la seconde près, du coup, il a déjà mis à la poubelle des vidéos entières qui lui ont coûté des millions d'euros parce qu'il trouve que ça fait pas assez de vues, tu vois. Mais vraiment, chaque vidéo, du coup, doit être vraiment une masterclass et il les sort. Et c'est la référence pour vous, là, quand tu regardes, Non, mais c'est votre Michael Jordan et vous êtes inspiré par lui? après, en fait, du coup, il a un halo en fait qui dégouline sur tout le YouTube, c'est normal, tu vois. Il a plus d'abonnés cumulés que tous les Français réunis, je pense, du coup, tu vois, sur sa chaîne, tu vois. Donc non, c'est normal. Il y a plein de trucs qui sont hyper utiles. En fait, c'est juste, ces vidéos sont des masterclass, du coup, de comment ça fonctionne et du coup de voir en fait qu'est-ce qu'il a mis, etc. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est les vues. Il s'en fout du reste. Il veut 1 milliard d'abonnés, c'est son but. Et du coup, il est prêt à tout pour les atteindre. Tout le reste, c'est OSEF, quoi. Donc, il optimise à fond chaque métrique comme un porc. Il y a combien de personnes sur YouTube? On le sait, ça? De 3 milliards, je crois. 2 ou 3 milliards? De 3 milliards, je crois, la C'est moitié. énorme, quand même. Un Ah ouais. tiers de Non, l'humanité, c'est je pense. Non, Un mais- tiers ou à la moitié de l'humanité, ouais. C'est incroyable. Donc, ouais, toi, non, tu non, peux arriver au milliard. Ok. C'est inspirant. Moi, je déteste ces vidéos parce que, en fait, c'est logique. C'est qu'à un moment, quand tu essayes de plaire tellement à la masse entière, le niveau est quand même moyen, ce qui est logique. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il est bas, ou enfin vraiment, il est pas ouf, quoi, tu vois. Mais c'est normal. Et donc, forcément, quand toi, du coup, tu vas être plus calé sur un domaine ou que t'aimes bien les vidéos un peu plus chiadées, ou alors vidéos où il faut réfléchir, forcément, ça va te faire chier parce que tout est fake dans ces vidéos. On a l'impression que c'est une pub permanente. Moi, ça m'insupporte au plus haut point. Mais c'est juste spectaculaire d'un point de vue youtubeur, cinématographique. Là, évidemment, il a un talent incroyable. Non, je suis d'accord avec toi. Mais il fait des concepts sympas quand même. Non, il fait que des concepts incroyables. Il essaye de vraiment la seconde près, chaque virgule du coup est importante pour lui. Donc là, c'est les meilleurs concepts qu'on peut imaginer pour toucher la planète entière. Ouais. Alors qu'un youtubeur peut-être comme Micode va peut-être plus t'intéresser dans ses contenus. Oui, bah voilà, tout à Ouais, fait, je comprends. ouais. Ouais, je comprends. Mais ils visent pas les mêmes choses et tu vises pas la même audience et faut savoir pourquoi tu vas faire des sacrifices, quoi. Ouais, je comprends tout à fait. Et là, les Français n'ont pas envie de faire comme lui parce que. Enfin, c'est les Américains, tu vois. Les Américains, il y a des explosions tout le temps, c'est une énergie Je suis pas sûr que débordante. ça marche en France. Alors, du coup, non, néanmoins, les Français se sont quand même inspirés. Donc, Ouais. voilà. Mais néanmoins, c'est quand même un peu plus posé en France. T'as dit que ça marche pas en France, Dani? Je dis que ça marcherait moins si c'était fait par un Français. Je sais pas comment il s'appelle ce youtubeur qui a fait un Ah, train. tu penses? C'est Squeezie le train. C'est Squeezie le train? Hein, Oui. c'est ça. Hein. Parce que et je crois que ce concept a été racheté ou enfin il y a eu c'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu à la MrBeast. C'est toujours un peu à la MrBeast, sauf que du coup, tu verras, si tu compares MrBeast et un Français qui a 10 millions d'abonnés, c'est pas la même énergie. C'est-à-dire que tu vois MrBeast, tu vois juste les 30 premières secondes de la vidéo, parce que au bout de 30 secondes, YouTube considère que ça fait une vue, par exemple. Lui, c'est vraiment chaque seconde compte. Vraiment, c'est tac, 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 tac. Il faut vraiment qu'il y ait aucun laps de temps mort. Alors qu'un Français, les 30 premières secondes, c'est quand même plus calme. Tu rentres dans la Beaucoup vidéo, plus. bonjour, Il commence à faire une blague. Tu vois qu'il y a des lenteurs par rapport à MrBeast où là, chaque seconde est vraiment utilisée, quoi. On arrive un peu vers la fin de notre épisode. Je voulais te poser une question. C'est quoi la vidéo Poisson Fécond dont tu es le plus fier? Pas en termes de vues, mais en termes de fierté personnelle et de rendu. Mais il y en a une que j'avais bien aimée parce qu'au début, on en parlait. En fait, très rapidement, j'avais parlé de mon parcours de créateur. Et il y a une vidéo que j'avais fait il y a plusieurs années. C'est un format de vidéo qui s'appelle les EDK, que j'ai un peu arrêté aujourd'hui, mais où je parle du parcours derrière. Donc tous les entrepreneurs, ils aiment bien parce que du coup, on voit les galères que j'ai et tout. J'essaye de montrer plein de trucs, quoi, les moments de remise en question, machin, les chiffres. Je donne un peu tout, tu vois. Et du coup, c'était un EDK, je sais plus, c'est l'EDK de 30, donc c'est-à-dire j'ai fait 30 vidéos avant, enfin 29. EDK, est-ce que tu peux expliquer? Et pardon, Épopée du Kundar. Kundar, c'est le nom de ma holding, c'est l'entreprise. C'est un backstage, tout à fait, c'est les backstage. Public. Exactement, c'est ça. Et donc, c'était le 30. Donc, je fais la rétrospective des 30 derniers. Et du coup, sur les 10 ans sur YouTube, tous les moments que j'ai eus. Et donc, c'était un peu plus émouvant, tu vois. Parce que, donc, on voyait jusqu'où j'en étais arrivé, tout ce que ça implique pour pouvoir gravir. Tu as documenté 10 ans et en fait, tu peux te dire, il y a 7 ans, et je disais ça, et maintenant, tu as ce recul pour pouvoir expliquer, revoir. Donc, oui, il y a un peu d'émotion. Oui, c'est ça. C'était un peu émouvant. J'avais un peu lâché une larme à la fin, tu vois. Ouais. Après, on l'avait fait zoomer en énorme larme. Et c'était là, voilà, ça fait le thumbnail, il pleure, il craque. Voilà, c'est ça, ouais. On a l'impression que Poisson Fécond n'a pas de fracture. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a une vraie fracture, qu'elle soit personnelle, business? C'est quoi une fracture pour toi? Une fracture, c'est une douleur. Une douleur, c'est quelque chose qui a pu te marquer ta vie ou ton business. On est revenu un peu sur, tu vois, au début de la chaîne, nos fractures un peu personnelles. Est-ce que toi, il y a un épisode qui a pu te marquer ou est-ce que tu prends tellement tout avec légèreté? J'ai un peu l'impression que c'est ce qui te caractérise, c'est-à-dire que tu ne te formalises de pas grand-chose, ce qui est très bien. Enfin, c'est pas un jugement de valeur d'ailleurs.
Mais est-ce que toi, tu as eu un événement qui a pu te déstabiliser, te marquer Bon, il y en a eu plein. Ouais. Faute, il y en a plein, quoi. Enfin, c'est normal. Enfin, s'il y en a pas, c'est que t'es pas entrepreneur, quoi. Enfin, ça me paraît bizarre, tu vois. C'est difficile d'être entrepreneur sans échec, quoi. Après, les échecs, c'est comment tu les vois aussi, quoi. C'est déjà comme je. En fait, moi, la seule chose qui me. Enfin, vous voyez, Noisuli, vraiment, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de. Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans ma vie. Du coup, entrepreneurialement parlant, en fait, j'ai vécu plein de choses et c'est ça qui est génial. Alors, j'ai encore plein de trucs à vivre, hein, j'ai même pas 40 ans, mais c'est ça qui est génial. Et quand on veut avoir un certain succès, on veut réussir là-dedans, on se prend des claques et tout. Sur YouTube, j'en ai eu au début, j'ai fait un studio de jeux vidéo, je m'en suis pris d'autres. J'ai essayé de créer du coup un manoir d'horreur, ça a pas marché. Peut-être plus tard, mais je me suis pris encore d'autres claques et du coup, à chaque fois, on perd du temps, de l'argent, du coup, on se remet en question. Je fais des vidéos pour l'expliquer, je fais mon mea culpa, j'essaye d'être assez humble par rapport à ça. Non, écoute, moi, j'ai pas peur de l'échec parce que dans tous les cas, je sais que ça va jamais me tuer. Même le pire, même si je perds l'appart et tout, alors ma société, c'est pas grave. Au pire, on refait, tu vois. C'est pas grave en fait dans l'absolu. Juste ce qui est chiant, mais bon, c'est juste si je meurs Le et que j'ai temps. pas réussi ce que j'ai envie de faire, c'est un peu chiant. Mais à ce moment-là, peut-être je m'en foutrais, tu vois. Mais Sûrement, oui, voilà. tu peux dire ça, oui. Voilà, mais du coup, voilà, c'est vraiment la vie un peu et entrepreneurialement parlant, enfin, ouais, quand tu crées des projets, c'est très gamifié, tu vois. Finalement, la métrique, c'est l'argent ou alors les vues ou alors les abonnés, mais en fait, c'est une métrique. Parce qu'à un certain temps, vous y connaissez encore plus que moi, au bout d'un moment, avoir plus d'argent, ça rapporte rien de plus, quoi. C'est juste, t'as un nombre en plus. Bah ouais, il y a une statistique qui était parue aux États-Unis, c'est au-delà de 75 000 $ de gagnés par an, ton quotient bonheur n'augmente plus. C'est-à-dire que tout ce Alors, qu'il y a un petit peu, tu au-dessus, vois, mais ça fait vous, pop, pop, et c'est après, c'est du très 75 000 $, c'est pas beaucoup. c'est pas moi qui le dis, écoute, c'est l'étude américaine. D'accord, parce que Mais- c'était peut-être il y a longtemps alors, parce qu'avec l'inflation. Ouais, Ça c'est- représente, c'est 5 000 par mois, à peu près, de tête. C'était 5 000 € par mois. Ouais, on n'est pas loin. Hein. Tu vois, En vrai, 5 000 par mois, en fait. Ouais, si c'est vraiment net dans ta poche, parce que Probablement. Je sais, Ouais. oui, après peut-être. avoir payé les Non, mais impôts tout et ça les pour dire trucs. que 1 milliard, 1 million, 10 millions, Oui, non, mais d'accord, quotient mais bon, bonheur, je sais pas, parce que bon, quand même, entre 75 000 $ et peut-être 300 000, je pense que, ouais, c'est un peu Non, plus je suis pas sûr facile. que le Non, quotient non, bonheur en augmente. vrai, Hein. non, mais en fait, tu fais plus de choses, mais d'un point de vue bonheur pur, t'as rien de plus, tu vois. En fait, t'as un petit peu, mais en fait, le gap est pas énorme. je sais Tu pas. passes de 9 Ça à me semble 9,5, tu vois, par exemple, je sais pas, sur 10. Oui, peut-être, Tu tu vois. as peut-être raison. Après, je suis d'accord que Après, oui, tu- 1 million, 1 milliard, oui, ça c'est sûr, mais Ouais, je c'est sais pas, je trouve 75 000, je trouve ça bas. Ouais, mais en fait, Excuse-nous, tu hein. compares. Mais après, c'est toujours comparé à ce qu'on a déjà aujourd'hui. Et en fait, si tu vois en fait la perte que tu pourrais avoir, sauf que du coup, la ça. perte, C'est ça. tu t'y accommodes très très bien en fait Exactement. au bout d'un Tu l'as certain temps. jamais eu, ce 75 000 $, tu vois ce que je veux dire toi, tu es dans une position où qu'est-ce qui se passe si je retourne à 75 000 $ par an Oui, non, mais c'est sûr que quand, Tu vois quand tu es au SMIC, tu vois 75 000 ou 5 000 par an. Tu dis, ouais, tu fais x2, x3. Bien sûr. Mais bon, voilà, si c'est du net, ouais, j'ai réfléchi un peu en brut ou en France, il te reste plus rien, quoi. Donc, Ouais. compliqué. C'est sûr. Non, le plus important pour moi, c'est de faire des grands projets qui puissent impacter le monde, tu vois. Et donc, Noisuli, c'est le porte-étendard, c'est vraiment c'est ce qui va structurer tout, tu vois. T'as vendu combien d'exemplaires Là, on a lancé il y a 2 mois, donc on a quelques d'accord. milliers, tu vois. Donc Ok. là, c'est pas représentatif. c'est déjà pas mal. comme Harry Potter. Ouais, c'est Ouais. déjà bien. Hein. À terme, c'est vraiment les étoiles, tu vois. Donc, on verra ce que ça donnera, tu vois. Mais c'est ça, toutes les leçons que j'ai apprises d'entrepreneuriat et de YouTube, j'essaye de les appliquer vis-à-vis du bouquin. Et comme il y a plein de points communs, c'est ça qui est amusant. C'est un nouveau, c'est là où je mets le plus d'énergie, tu vois, où je passe le plus de temps. C'est pas ce qui me demande le plus d'argent, du coup, Noisuli aujourd'hui, mais ça viendra progressivement. Donc, c'est vraiment sur 10 ans, en fait, qu'il faut faire le pari, quoi. Ok. Bah écoute, ce sera un peu le mot de la fin. Avant ça, on a la petite tradition du saladier. Donc je t'explique de quoi il s'agit. Tous nos invités passés ont laissé une anecdote dans le saladier. Donc il y a juste un mot-clé. Et voilà, à ton tour, tu tourneras une anecdote qui sera peut-être tirée au sort dans un futur proche. Donc là, tu dois prendre un seul papier, là t'en as pris 2. Et tu dois nous dire Tu vas ce qu'il y a choisir. dessus. Guillaume. Guillaume, eh ben écoute, c'est l'anecdote de Guillaume Moubèche qui était là il y a pas longtemps. Mmh. Donc on va la visionner et nos téléspectateurs pourront la découvrir en même temps que nous. Je vais la lancer. Hop là. Et on peut se la visionner
Avant de monter Lemlist, je voulais monter un projet de logiciel et donc du coup, j'ai décidé de recruter des développeurs. Ces développeurs, ils étaient basés en Russie et je me suis dit, si tu veux faire un énorme projet, il faut que tu rencontres les gens avec qui tu bosses parce que ça va être compliqué de faire tout ça à distance. Donc j'ai demandé où ils étaient, j'ai pris un billet d'avion et je suis allé les rencontrer. Et c'était pour moi la seule façon de les convaincre de s'associer parce que j'avais pas d'argent et donc je voulais quasiment les faire bosser gratuitement jusqu'à ce qu'on puisse générer du cash. Donc je suis parti à Taganrog, donc n'hésitez pas à regarder sur une carte où ça se trouve, mais c'est totalement perdu. Et on bossait super dur et au final, très rapidement, je me suis rendu compte que ça allait pas forcément fitter avec eux, mais j'avais vraiment envie de lancer un produit pour voir si ça pouvait fonctionner. Il y a eu un soir où on avait bossé assez tard et là, je rentre en fait avec eux. On avait un tout petit appartement et dans l'entrée, on commence à sentir une odeur un peu de fer. On savait pas trop ce que c'était. Et en montant les escaliers, je me retrouve face à une énorme mare de sang. Et à côté de la mare de sang, il y avait des traces partout, de mains ensanglantées sur les murs jusqu'à la poignée de chez notre voisin. Donc nous, on a couru, on s'est enfermés et en fait, plus tard, il y a les flics qui sont venus, sauf que quand tu vas en Russie, tu es obligé de dire exactement où tu vas. Et moi, j'avais dit que j'étais parti faire une thalasso à des milliers de kilomètres, donc en gros, j'étais vraiment caché. Et plus tard, j'ai appris qu'il y avait une personne qui avait suivi un de nos voisins, qui l'avait défoncé avec un extincteur pour essayer de lui voler un peu tous ces trucs. Donc la morale de l'histoire, si vous partez en Russie, faites attention à vous. Oh là là. Dis donc, anecdote. Ouais, c'est les anecdotes. Je m'attendais pas, mais en fait. Je m'attendais pas à ça. C'est ça, c'est le Les château risques de de l'horreur. là, l'entrepreneuriat. ton truc. Bon, sacrée anecdote. Tu connais un peu la Russie ou pas trop? On a fait des vidéos sur le sujet, c'est vrai que c'est toujours folklorique. Ah ouais, non, c'est un pays, Ouais. c'est un chouette pays. Hein. Ça donne envie de se balader avec, et mourir dehors. Moi, écoute, je suis allé en Russie, j'étais déguisé en Napoléon, cette fois-ci Tony. En Voilà, Napoléon. ouais, Coupe du Monde Russie, je suis passé sur TF1, l'équipe, laisse tomber. Mon grand succès de gloire, mon grand moment de gloire, c'était la Russie. Vous êtes jamais allé, Eric, Europe de l'Est, mais pas Ouais, Russie? je connais bien, mais je peux pas en parler. Ah ouais. Tony, t'as déjà été en Je Russie? suis déjà allé Ouais. ouais, pour le basket. Ouais, Ouais, bon souvenir. Ouais, c'est sympa. Ouais. Rien de spécial. Ok. Moins d'extincteurs. Ouais, moins Moi, d'extincteurs. c'était plutôt calme. Plutôt calme. Plutôt calme. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Salut. Salut. Tu peux fermer ta veste. Non, Ouais, bah, ça- Ah, mais je le vois là maintenant, tu vois. Là, ça te boudine, Le c'est ça, gros non, tu bide. vois le. Allez, c'est pour le Non, je bêtisier. déconne, attends, franchement. Non, mais c'est bon. Mais bon, allez. T'as jamais répondu à mon appel sur 100 mètres, je sais que j'ai ma chance.